Pourquoi s'habiller en blanc pour la pratique? En Inde, là, on est tout nu ici, c'est pour des raisons légales et pour des raisons de climat, c'est différent. Chaque couleur amène une forme de stimulation. Le blanc, c'est pas une couleur. Donc c'est ce qui stimule moins. Quand vous allez à l'opéra, vous avez une couleur spéciale. Quand vous rosez une maîtresse, vous avez une couleur. Quand vous allez à la chasse, vous avez une couleur. La couleur participe de l'activité. Le blanc, c'est pas une couleur, c'est une base. Donc c'est ce qui va le moins stimuler. Donc comment l'orientation, c'est d'arriver à une totale non-stimulation, c'est le blanc qui est le plus fonctionnel. À un moment donné, pendant la pratique, je crois que vous avez parlé de ne pas s'approprier le mouvement, je ne me rappelle plus très bien. Et à propos de l'appropriation dans la vie en général, il me semble que ça n'aide pas de faire une affaire personnelle des événements qui arrivent. Mais ça me semble paradoxal parce que dans mon expérience, je vois aussi souvent la fuite de regarder ailleurs quand c'est difficile, conflictuel. Et ça semble tout un art subtil d'être avec sans saisir, sans volonté de... Oui, bref, voilà, c'est ma question. Ce qui apparaît conflictuel dans une situation, c'est le regard. Il n'y a pas de situation conflictuelle. Les situations sont neutres. C'est l'imaginaire qui les rend conflictuelles. Et l'imaginaire, c'est quoi? C'est l'imaginaire de son propre point de vue. S'il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de situation difficile. Quand vous avez 15 ans, vous avez une relation avec le voisin, qui couche avec quelqu'un d'autre, ça crée un conflit. 30 ans après, vous rencontrez le voisin, il peut coucher avec qui il veut, c'est plus un conflit pour vous. Pourquoi? Parce que vous ne créez pas une relation personnelle qui était imaginaire à l'époque. Donc c'est le regard qui crée le conflit, les choses sont neutres. Donc la non-appropriation, c'est simplement se rendre compte combien il n'y a pas d'événement en soi. L'événement, c'est un regard, c'est une projection. Donc c'est de voir combien la conflictualité d'une situation est dans mon regard. Donc quand on dit ne pas s'approprier, c'est simplement dire que de venir à l'écoute. Dans la pratique, on vous dit de sentir une tension, de sentir la détente. Et la différence entre la tension et la détente, c'est très léger parce que la détente, c'est un niveau vibratoire, la tension, c'est un niveau vibratoire un peu différent, mais profondément, il n'y a pas de différence intrinsèque entre une tension et ce qu'on appelle une détente. Par contre, être tendu, c'est une appropriation, c'est ça qui crée le conflit. Sentir la tension n'est pas problématique. Mais je ne peux pas m'approprier la tension si je m'approprie la détente. Parce que c'est les deux faces de la même situation. Donc je dois me désapproprier de la détente pour pouvoir me désapproprier de la tension. Donc on vous dit sentir
la tension, sentir la détente. Tout ça apparaît dans l'écoute. Et du fait, je vais me désapproprier tension et détente. Sur un certain plan, la tension va se réduire. Psychologiquement, c'est la même chose. Ce qui crée la problématique de la situation, c'est mon regard. Donc quand je vais écouter mon fonctionnement, sans commentaire, il n'y a rien à justifier, il n'y a rien à critiquer, à ce moment-là, cette vision cette non-appropriation de la situation va faire que la situation va, à un moment donné, plus être une situation. Elle va être ce que c'est. Il n'y a pas de situation. Situation, c'est un imaginaire. C'est le psychisme qui décide. Il y a une situation, elle commence là, elle finit là, mais ça n'existe pas. Il n'y a que la vie. Donc quand le regard est neutre, il n'y a pas de situation. Non, il n'y a pas de conflictualité possible. Il n'y a pas de conflictualité psychologique. Si un chien vous mord, mais ce n'est pas psychologique. Ce qui fait souffrir la plupart des gens, ce n'est pas les morsures de chien, c'est les imaginaires psychologiques. Dans l'approche corporelle, est une forme de symbole de la non-appropriation qui ensuite va se transposer dans la vie affective. Donc il n'y a pas d'effort à faire, il y a simplement voir que c'est votre regard qui crée la problématique. Vous êtes assis avec votre chien, votre voisin, et vous avez un problème avec ce chien ou ce voisin, quelqu'un d'autre qui ne connaît pas s'assoit à votre table, il n'aura pas de problème avec le voisin. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un voisin pour lui, ce sera une rencontre sans lien. Non, c'est le lien qui est toujours imaginaire, qui crée le conflit. Ce n'est pas la situation. La situation n'est jamais conflictuelle. Elle le semble, bien sûr, mais elle ne l'est pas. C'est l'imaginaire qui crée le conflit. J'observe qu'il y a des situations où j'ai plus de conscience que j'ai conscience que la situation est neutre, pourtant la sensation inconfortable se manifeste, je la sens, j'ai plus l'intention de la changer, et pourtant elle continue de se manifester en moi, les émotions continuent d'être là face à une situation. Ça veut dire que la situation n'est pas neutre. Elle est vue, C'est-à-dire qu'elle n'est pas neutre. C'est-à-dire que vous regardez du point de vue d'être une femme, du point de vue de ceci, de cela. Quelqu'un d'autre qui regarderait la même situation le vivrait autrement. Quand quelque chose n'est pas neutre psychologiquement, c'est mon regard. Et ce n'est pas une critique, c'est simplement de constater comment on fonctionne. Il y a des choses, il y a 10 ans, on vous aurait dites, vous aurez affecté, maintenant on vous dit les mêmes choses, ça vous est égal. Parce que vous n'avez plus la même participation affective à certains éléments. Et ce qui maintenant vous touche, dans quelque temps, ne vous touchera plus. Parce que vous n'aurez pas plus le même investissement affectif dans la situation. Donc c'est simplement de se rendre compte de comment on fonctionne. On ne peut pas changer les choses. On n'a pas à notre disposition de changement. C'est un imaginaire d'enfant. On ne change pas. Regardez votre caractère, on fait votre thème astrologique, le jour de votre naissance et le jour de votre mort, c'est le même thème, rien n'a changé. Même conflit, même opposition, même conjonction, même carré, même sextile. Donc il dit que le changement est un fantasme enfantin. On ne change pas. Par contre, on peut voir le fonctionnement. Et quand on voit le fonctionnement, étrangement, au plus je vois mon conditionnement, au plus le conditionnement va être de plus en plus léger pour moi. Au plus j'essaie d'échapper à mon conditionnement, au plus le conditionnement me paraît lourd.
Donc continuez d'explorer ce qui vous est difficile des fois. En réalité, ce n'est pas la situation qui est difficile, c'est votre regard. Mais en explorant la situation, vous allez découvrir votre regard. Et à un moment donné, les situations vont vraiment apparaître pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire vides d'affectivité, parce qu'il n'y a rien qui vous apporte, qui vous enlève ce que vous cherchez. Personne ne dit que c'est pareil si quelqu'un vous caresse le genou, si un crocodile vous mord le genou. Mais par contre, le regard que les gens ont sur vous, oui, à un moment donné, c'est vraiment neutre pour vous. Donc, c'est simplement d'explorer le fonctionnement. Et quand j'ai la chance de voir, il y a encore des choses qui me touchent, il y a encore des choses qui m'atteignent. Mais c'est super parce que ça vous aide à voir, il y a encore des zones non claires en soi-même. Et c'est ça qui est important de voir. Et tant qu'il y a quelque chose de pas clair en moi-même, je vais rencontrer des situations qui me le révèlent. Parce que c'est ça la vie finalement. Est-ce que c'est possible qu'une maman, qu'une mère ait un regard neutre sur la tristesse ou la souffrance de son enfant? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? On l'espère pour l'enfant. Comment pas? Je dis, on l'espère pour l'enfant, sinon il faudra qu'il fasse une thérapie plus tard. Rien de pire pour un enfant que sa mère participe à sa vie affective. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un lien biologique. Mais à un moment donné, quand vous avez un enfant, que vous le regardez à froid, vous vous rendez compte que quand il souffre, il en a besoin. Quand vous grandissez, vous avez mal, vous en avez besoin. Une mère ne va pas souffrir parce que son enfant a une crise de croissance. Même si c'est difficile. Et l'enfant a besoin de faire des échecs, de vivre des échecs imaginaires et des réussites imaginaires. Vous n'allez pas empêcher ça. Votre maturité dépend beaucoup plus de vos échecs que de vos réussites. Les réussites ne vous apportent rien. L'échec vous amène l'intelligence. Donc, si vous ne voulez pas que votre enfant soit idiot, vous lui souhaitez plus des échecs que des réussites. Le but d'une vie, c'est pas de finir avec marié avec des enfants, avec une piscine et 3 chiens et 3 voitures. Le but d'une vie, c'est de voir comment on fonctionne. Et pour ça, l'échec est un cadeau. Pardon ? Si l'enfant est handicapé, mental. C'est sur un certain plan ce qui est nécessaire pour lui. Pas de manière morale, pas parce que c'est justifié, mais parce que c'est la vie. Dans ce cas-là, vous faites ce qui est possible. Mais à ce moment-là, tu peux être très froid intérieurement. Au plus la situation est difficile, au plus il faut être froid intérieurement. Un chirurgien qui opère, s'il se met à trembler, à avoir peur de perdre son patient, il vaut mieux qu'il fasse autre chose. Quand vous avez un enfant handicapé, il faut être encore plus à l'écoute, encore plus présent, parce qu'il y aura des moments, il n'y a que l'écoute qui va vous dire quoi faire. Les situations normales ne vont pas pouvoir vous enseigner. Mais l'écoute, oui. Personne ne dit qu'il faut se réjouir quand votre enfant se fait mal, mais qu'il faut être fonctionnel à ce moment-là. Lui peut avoir mal, mais si vous avez mal pour lui, vous renforcez son mal. Quand un enfant a mal, si vous riez, si vous jouez, ça va l'aider. Quand vous êtes à l'hôpital, quand vous êtes malade, quand quelqu'un vient vous voir, est-ce que c'est plus fonctionnel pour vous que la personne s'attriste de votre triste état et passe 1 heure à pleurer avec vous de combien vous souffrez? Est-ce que vous préférez voir quelqu'un de joyeux, de gai, qui est vraiment libre de votre souffrance? C'est ça qui, quand la personne s'en va, peut vous apporter quelque chose. Pas celui qui pleure avec vous. Donc en plus on est dans une situation difficile, votre devoir d'être humain, c'est d'être gai, c'est d'être froid.
C'est ça qui permet la fonctionnalité. Si on a une guerre demain, s'il y a des bombes qui tombent, je vais trembler parce qu'il y a des bombes ou je vais être fonctionnel? La vie, c'est d'être fonctionnel. Donc, au plus la situation est difficile, au plus vous devez être fonctionnel. Ça n'empêche pas l'affection. Le chirurgien a une affection pour son patient, mais il ne doit pas trembler. Vous avez un enfant complexe, vous devez avoir encore plus de capacité pour être à l'écoute, pour détecter ce qui n'est pas lisible pour la plupart des gens. Si dès que votre enfant a une crise, vous êtes pris par la crise, ça vous met en crise, vous serez un très mauvais thérapeute pour l'enfant. Si quand l'enfant est en crise, vous regardez froidement, affectueusement, vous allez voir comment ça fonctionne pour lui. Vous allez trouver les palliatifs fonctionnels pour gérer les crises. Il faut un regard froid. La froideur, c'est pas affectif, c'est simplement être au maximum de sa capacité fonctionnelle dans la situation. Voilà. Non, c'est ça dont on parle. Est-ce que vous pouvez parler du corps, notamment du lien entre le corps et l'esprit? Il n'y a pas de lien. Parce qu'il n'y a pas de différence. C'est deux mots qui représentent la même chose. Ce qu'on appelle le corps, c'est quand on l'envisage de manière perceptuelle. Ce qu'on appelle l'esprit, c'est quand on l'envisage de manière conceptuelle, mais il n'y a pas un corps et un esprit. Ça n'a pas de sens. L'esprit, c'est le corps. Vous prenez une pilule de LSD, ça va créer certains circuits cérébraux et vous allez corporellement ressentir ceci et cela. C'est pas l'esprit. Le corps est... La pensée est totalement chimique. Et le corps est purement mental. Le corps, c'est une représentation de votre schéma corporel qui s'est créé quand vous aviez 1 an, 2 ans. Vous avez créé une structure, une représentation de votre corps. 3 ans, ça dépend des enfants. Et ensuite, quand vous pensez à votre corps, c'est à ce schéma que vous pensez. Le corps que vous n'aimez pas, que vous avez fier, vous avez honte, vous avez corps de peur, corps de désir, c'est des représentations. Donc c'est purement mental, ce qu'on appelle le corps. Le ressenti du corps, c'est 100% mental. Il y a des jours où vous vous sentez très lourd, des jours où vous vous sentez très léger, montez sur la balance, vous avez le même poids. Donc, le ressenti n'est pas physiologique, il est purement mental. Et la pensée est purement corporelle. On stimule la région de notre cerveau, vous sentez ça, vous pensez à ça, vous pensez à ça. Il n'y a pas de différence. Ça, toutes les techniques psychocorporelles, etc., sont complètement imaginaires, c'est sympathique. Mais c'est un bêtisier, un peu comme les religions. C'est la même chose. Il n'y a pas un corps et un esprit et un corps, c'est des représentations purement allégoriques qui ont une valeur sociétale pour la communication. Mais ça ne veut rien dire. Profondément. Il n'y a pas de relation. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Et cette pratique yogique qu'on vient de faire ensemble, c'est bien... C'est un passe-temps pour nous.
Plus vous avez un don artistique, vous faites de la musique, de la danse, de la peinture. Si vous n'avez pas de don, vous faites du yoga. Tout le monde peut lever un bras, baisser un bras, inspirer, expirer. C'est un peu un art pour les imbéciles. Mais quand vous avez compris profondément dans la vie qu'il n'y a rien à accomplir, vous avez besoin de rien, qu'il n'y a rien qui manque, vous avez beaucoup de temps libre. Vous n'avez plus besoin d'acquérir des choses, vous n'avez plus besoin de tomber amoureux, vous n'avez plus besoin d'être déprimé parce que vous avez mal choisi votre amour, vous n'avez pas besoin de imaginer un futur qui n'existe pas, vous n'avez pas besoin de vous rappeler un passé qui n'a jamais existé. Donc vous n'avez plus de relations, vous êtes plus proche ou loin des gens parce qu'il n'y a pas de séparation possible. Donc à ce moment-là, comme 99% des activités sont faites pour se sécuriser, pour défendre l'image d'une personne, on se marie pour ça, on divorce pour ça, on fait les enfants pour ça, on abandonne les enfants pour ça, on achète une voiture pour ça, on part en vacances pour ça. Quand il n'y a plus cette dynamique, vous avez beaucoup de temps libre. À ce moment-là, les gens qui ont un don pour la peinture font de la peinture, les gens qui savent danser dansent, les gens qui ont un don pour cette activité. Voilà, le yoga, c'est une activité pour les gens qui n'ont aucun don. Mais ça n'a rien de... C'est pas une activité qui sert à quelque chose, c'est une expression artistique, une expression de la vie comme autre chose. Il n'y a pas de cause à effet, ça n'amène rien. Un imbécile qui fait du yoga reste un imbécile, et quelqu'un de profond qui ne fait pas du yoga reste profond. Le yoga comme moyen de spiritualité ou d'approfondissement spirituel, c'est une invention des fédérations de yoga pour des raisons purement mercantiles, et c'est tout à fait... Ça peut avoir une valeur dans le monde capitalisme, mais ça n'est pas partie de la tradition indienne. C'est un art. Les arts n'ont pas de but. À quoi ça sert la musique? À quoi ça sert la danse? À quoi ça sert la poésie? Ça sert à rien. C'est ça qui fait cette justification du mot art. Le gars, c'est un art, ça sert à rien. Seulement, ça exprime le fait que vous avez rendu compte qu'il n'y a rien à acquérir dans la vie. Que vous avez compris qu'il n'y a rien de sérieux dans la vie. Les gens sérieux ne font pas de yoga, ils n'ont pas le temps. Ils font des affaires, ils s'approprient des choses, ils ont besoin de savoir, d'étudier, ils cherchent quelle est la maison idéale, le pays idéal, le conjoint idéal, la voiture idéale, le corps idéal, la tradition idéale. Ça, c'est des gens sérieux, des gens malheureux. Quand vous avez compris qu'il n'y a rien, profondément qu'il n'y a rien de sérieux dans la vie, vous pouvez faire des choses gratuites. Parce que le cœur de la vie, c'est la gratuité. Et l'art vient de la gratuité. Quelqu'un qui est sérieux ne peut pas faire de musique parce qu'il doit faire des choses sérieuses. Pourquoi il jouerait du violon pendant des heures alors qu'il y a des gens qui souffrent autour de lui? Les gens sérieux ne jouent pas de violon, ils vont aider autour d'eux-mêmes. Voilà. Mais quand vous avez compris qu'il n'y a rien de sérieux dans la vie, vous avez beaucoup de temps libre. Donc selon vos capacités, vous exprimez cette liberté de la vie par le yoga ou par la musique, par le violon, par la danse, etc. Ou par toute autre activité. Ces activités ne sont pas différentes. Un policier, un cambrioleur, un banquier, c'est un art aussi. Il n'y a pas de but. Chacun suit ce qui est naturel pour lui. Vous dites que dans la tradition indienne, il n'y a pas de but, mais la plupart des yogas indiens sont quand même progressistes. Oui, parce qu'il faut préciser qu'en Inde, il y a de nombreuses traditions. Donc le Samkhya de Patanjali est basé sur ce fantasme, mais il faut bien le lire. Le deuxième sloka du Yoga Sutra est pas un yoga arriviste, c'est un yoga de constatation. Mais au Cachemire, qui est l'approche qui nous concerne ici, la dynamique arriviste est peu présente. C'est-à-dire, elle est présente qu'il y a de nombreux courants au Cachemire, mais elle est peu présente.
En tout cas, honnêtement, on ne s'intéresse pas à l'Inde ici. L'Inde n'est pas plus maligne que notre région du monde. Elle le prouve d'ailleurs actuellement. Donc, mais le yoga comme imaginaire arriviste, c'est vraiment un imaginaire moderne. Le yoga n'a jamais été bien vu en Inde. C'est pour ça que la prochaine fois, au lieu d'aller à Taïwan, allez en Inde, promenez-vous dans l'architecture indienne et trouvez-moi avant le XIVe siècle une quelconque sculpture d'une pose indienne en dehors de la pose assise. Et vous verrez que vous aurez une très grande difficulté. Alors que tout est exprimé dans la sculpture indienne. Vous allez à Maheshwar, il y a toutes les positions de combat, vous allez à Chidambaram, il y a toutes les positions de danse, vous allez à Khajuraho, vous avez toutes les positions pour faire les moissons, vous avez toutes les positions de stratégie militaire, vous avez tout ce qui existe dans la culture indienne est représenté dans les temples indiens. Sauf les poses de yoga. Essentiellement avant le XVe siècle, et il y en a 2-3 qu'on a trouvées au XIIIe siècle, mais c'est tout. Il n'y a que la pose assise. Parce que ça, c'est la pose de base, c'est la pose de la vie. Si c'était important, ce serait représenté. Donc les asanas comme importants, c'est vraiment une dimension extrêmement tardive. Les yogis n'ont jamais été bien vus en Inde. Le roi Harsa, au 8e siècle, dans ses pièces de théâtre, se moque des yogis. Des gens qui se déguisent en yogis pour séduire les femmes dans les villages. Dans la tradition indienne, il n'y a pas de... Chacun reste à sa place. Un roi est un roi, il n'a pas besoin de devenir un yogi. Les très grands rois de la tradition indienne, qui sont considérés comme des sages, ils ne sont pas devenus des yogis, non, c'était des rois. Rama n'est pas un yogi, c'est un roi. Janaka, c'est pas un yogi, c'est un roi. Pourquoi ils sont considérés comme des sages? La tradition indienne, c'est de rester à sa place. Et à sa place, trouver la liberté. Pas de changer d'expression. Il y a quelques exceptions, les sadhus, bien sûr. Mais les sadhus, c'est 99% de criminels. Et 1% de gens, effectivement, qui ont ce besoin très romantique et sympathique de quitter ce qu'ils appellent le monde pour vivre sur les routes en mendiant. Ce qui nécessite d'ailleurs un contexte socio-culturel particulier, parce qu'ici, on n'aurait pas grand-chose. Mais c'est possible en Inde. Parce qu'il y en a une forme de romantisme du sadhu. C'est pour ça que Gandhi, quand Gandhi a laissé son costume cravate qu'il avait en Afrique du Sud pour se déguiser en ascète, c'est pour ça qu'il y a eu un certain succès. Parce que les foules indiennes ont un espèce de romantisme de l'ascète. Et n'importe quel politicien véreux, ils sont tous véreux d'ailleurs en Inde, qui se présente une élection, doit toujours avoir un clown déguisé en orange à côté de lui. Ça, c'est la tradition indienne, c'est sympathique. Mais c'est pas ce dont on parle. C'est du romantisme. Abhinavagupta dit très clairement dans le Tantra Loka, c'est la conscience qui amène au yoga, c'est pas le yoga qui amène à la conscience. Dans la tradition indienne de base, le yoga est la transposition du pressentiment de la vérité dans le ressenti corporel et mental. Quelqu'un est frappé par ce pressentiment profond que ce qu'il est au-delà du corps et du mental. Mais il se rend compte que son corps et son mental ne vivent pas ce même pressentiment. Il a encore la peur, le désir, l'anxiété, etc., etc. Mais il a ce pressentiment. Alors la pratique du yoga va être l'art de transposer corporellement et mentalement ce pressentiment. Donc ce n'est pas un moyen, c'est une prolongation. Ça, c'est la tradition. Mais pensez que la pratique du yoga va amener ce pressentiment, c'est un imaginaire du monde moderne, l'imaginaire de la causalité. Non, la révélation est acausale. Elle ne peut pas être provoquée au niveau du temps et de l'espace. La grâce ne peut pas être provoquée, sinon ce n'est pas une grâce.
La compréhension, c'est la grâce. Ensuite, éventuellement, cette grâce, pour certaines personnes, va se transposer dans la pratique pour ramener l'instrument corps et mental de mieux refléter cette évidence. Ça, c'était l'archétype vraiment originel du yoga. Mais ça n'a jamais été un moyen. Merci. Et sur le choix et l'évidence, qu'est-ce que le choix qui vient de l'extérieur ou le choix qu'on doit faire, qui est écrit, L'idée de choix vient d'un manque d'évidence. Parce qu'il n'y a pas de choix dans la vie. Il n'y a pas de choix. Ce qui arrive est inévitable. À un moment donné, vous vous laissez porter par la vie, il n'y a plus cette notion de qu'est-ce qui est mieux, parce que ce qui est sous-entendu quand je me pose la question qu'est-ce qui est mieux, c'est qu'est-ce qui est mieux pour moi. Et comme il n'y a pas de moi, la question n'a pas de sens. Au lieu de se poser la question qu'est-ce qui est mieux pour moi, à un moment donné, je me pose la question qu'est-ce qui est inévitable. Et ensuite, ce qui est inévitable. Et c'est ni mieux ni moins bien, ça s'appelle la vie. Après, selon mon regard, je vais le juger comme un succès et un échec, ou le voisin va le voir comme ça. C'est normal que quand vous êtes malade, le voisin pense c'est dramatique. Quand vous êtes en bonne santé, le voisin est content pour vous. Mais c'est le problème du voisin, on l'aime comme ça. Mais on dit pour vous, ça ne veut rien dire. Quand vous êtes malade, ce n'est pas une erreur. Quand vous êtes en bonne santé, ce n'est pas un succès. Les mariages ne sont pas des réussites, les séparations, les divorces ne sont pas des échecs. Les voisins le voient souvent comme ça. Et voilà, on les aime comme ça, mais on ne vit pas avec ça. Donc la notion de choix est quelque chose qui va vraiment quitter. Vous regardez la situation et vous faites ce qui est inévitable. Ce que je ne peux pas ne pas faire, je dois le faire. Voilà. Bon, il n'y a jamais l'idée c'est mieux ça, parce que je ne sais pas ce qui est mieux. Qu'est-ce qui va amener profondément ma maturité? La réussite ou l'échec? La séparation ou le mariage? Qu'est-ce qui va vraiment m'amener la maturité qui m'intéresse? Je sais, non. Est-ce que c'est la santé ou est-ce que c'est la maladie? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la paix ou est-ce que c'est la guerre? Alors pourquoi je vais fuir la maladie? Pourquoi je vais fuir la guerre? Pourquoi je vais fuir la séparation? Donc peut-être c'est ça qui va m'amener ce que je cherche. C'est la vie qui s'impose. On reste ou on part. Mais c'est ni un succès ni un échec. Mais le voisin le verra toujours d'une manière ou d'une autre, c'est normal. Donc quand je me pose la question, qu'est-ce que je dois choisir, je dois vraiment voir que je regarde mal. Je ne dois pas choisir, je dois mieux regarder. Regardez mieux, et vous allez sentir. Et vous ne risquez pas de vous tromper, parce que vous ne pouvez pas avoir raison. Parce qu'avoir raison et se tromper, c'est deux imaginaires. Il n'y a pas à avoir peur. J'ai peur de me tromper. On ne peut pas se tromper. Parce que je ne sais pas ce qui est le plus juste pour moi. Pour moi, ce qui est le plus juste, c'est ce qui m'arrive. Comment je sais que c'est juste? Parce que ça m'arrive. Mais ce n'est pas un juste par rapport à un faux. C'est un juste parce que ça s'appelle la vie. Ce n'est pas une réussite de naître et un échec de mourir. Mais comme toutes notre valeurs sociétales sont basées sur cet imaginaire, bien sûr, tout le reste est vu comme ça. Le mariage, c'est un succès, le divorce, c'est un échec, mais il y a des gens qui sont ravis de divorcer. Quand je me rends compte profondément que je ne peux ni réussir ni échouer dans la vie est facile. C'est pas moi qui décide si je vis ou si je meurs. C'est pas moi qui décide de ma santé.
Ce qui arrive est nécessaire. Voilà, c'est scientifique. Quand il y a une tempête, elle est nécessaire. Vous allez voir un météorologue, il va vous expliquer que ça fait depuis 8 jours, on est au courant qu'il y a une tempête qui va arriver. C'est pas une méchante tempête, même si elle détruit des gens. Que la tempête peut ne pas arriver, non, quand elle arrive. Est-ce qu'elle a raison d'arriver? Est-ce qu'elle a tort d'arriver? Ça veut rien dire. Par contre, celui qui est détruit par la tempête le vit comme négativement, et celui qui est sauvé par une situation de tempête le vit autre chose. Bien, ça c'est autre chose. Bien, on ne sait pas pour soi-même, parce que ça ne veut rien dire déjà, est-ce que pour être quelque chose de juste ou de faux? C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui semble être une difficulté que c'est négatif. Et c'est pas parce que quelque chose semble être une réussite que c'est positif. Quand vous verrez un jour le choix, ça paraîtra... C'est normal on le vive comme ça, parce qu'on voit mal. Mais quand vous avez 5 ans, votre mère met sur la table 5 mets différents, elle dit voilà, tu as le choix. Vous décidez de manger ça. Et votre mère sait très bien ce que vous allez décider. Vous n'allez pas décider. Elle connaît votre fonctionnement, elle connaît votre conditionnement. C'est très bien que si on met ça sur la table, c'est ça que vous allez manger. C'est tout, vous ne le savez pas. Vous allez réfléchir, qu'est-ce que je vais manger? Parce que je ne suis pas clair. Mais quelqu'un qui me voit mieux est au courant de ce que je vais manger. Le reste, c'est pareil. Dans une situation où vous ne savez pas encore s'il faut faire ça ou ça. Quelqu'un qui vous connaît est au courant de ce que vous allez faire. Vous n'imaginez quand même pas que vous avez le choix de faire ou de ne pas faire quelque chose. Le choix, c'est une valeur juridique. C'est un sens pour la société civile. Ce n'est pas un problème. Il faut bien que le juge puisse juger. Donc il faut une notion de responsabilité. Mais c'est des notions purement sociétales, purement fonctionnelles. Elles ne veulent rien dire profondément, mais elles sont nécessaires à une vie publique. On ne se prend pas pour un juge. Donc on ne juge pas, ça c'est une réussite, ça c'est un échec. On ne peut pas savoir sur le moment. Jacques Luzeran, dans son autobiographie, dit qu'il a eu deux moments extraordinairement favorables dans sa vie, les moments qui ont le plus aidé. Le premier moment, c'est quand il a été aveugle à 8 ans. Le deuxième moment, c'est les 2 ans qu'il a passé à Buchenwald. Tout le monde n'a pas cette capacité. Ça, c'est autre chose. Voilà, pour lui, c'était les moments les plus favorables de sa vie. Et quand vous lisez l'autobiographie de Jacqueline Auriol, qui était championne d'avion juste après la guerre, qui était une femme très belle, très mondaine, très cultivée, qui avait un grand succès dans les soirées parisiennes, quand elle s'est crachée en avion, quand elle a été défigurée à vie, handicapée à vie. Mais dans son autobiographie, elle dit que elle considère que c'est ce qui lui est arrivé de mieux dans sa vie. Ça l'a fait changer de vie, ça a changé ses intérêts, ça a changé ses résonances. Sur le moment, elle ne l'a pas vu comme ça. Donc, qui je suis pour savoir qu'est-ce qui m'apporte quelque chose? À un moment donné, j'ai plus cet imaginaire, c'est un drame ce qui m'arrive, c'est merveilleux ce qui m'arrive. Non, les choses sont plus profondes que ça. Ce qui m'arrive, c'est la vie, c'est l'intensité. Selon mon niveau affectif, je le décode comme succès, comme échec, bien sûr. Mais avec une autre sensibilité, peut-être un jour je le verrai totalement différemment. En tout cas, le choix est vraiment quelque chose qui disparaît
de l'imaginaire, des choix psychologiques. Ensuite, il y a des résonances. Il y en a qui résonnent avec des tomates, il y en a qui résonnent plus avec des courgettes. C'est pas un choix, c'est une résonance. Il y en a qui préfèrent les hommes, il y en a qui préfèrent les femmes, il y en a qui préfèrent les chiens, il y en a qui préfèrent aller en Inde, il y en a qui préfèrent aller en Chine, il y en a qui préfèrent aller en Belgique. Ça, c'est pas un choix, c'est une résonance. À un moment donné, on n'a plus une notion de choix, mais il reste toujours la résonance, bien sûr. Préférer telle musique, préférer tel goût, préférer telles odeurs, préférer telle représentation politique, préférer telle, ça c'est autre chose. Personne ne dit qu'on est tous pareils, au contraire. La beauté de la vie, c'est la différence. On a tous des sensibilités sexuelles, intellectuelles, culturelles, musicales, olfactives différentes. Mais il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Et c'est pas un choix. Décidez pas d'être homosexuel, d'être hétérosexuel, préférez coucher avec des oies. C'est quelque chose qui s'impose naturellement. Et ça peut bouger aussi. On verra, le mot choix est quelque chose qui disparaît vraiment de la réflexion. Vous avez parlé de résonance et de préférence. Est-ce qu'il en est des désirs? Généralement, le désir, c'est une compensation. J'espère combler un manque par une situation. Mais quand il y a une perspective claire qui se dessine, ça devient une résonance. À ce moment-là, oui, on a des résonances différentes à tous les niveaux. Mais la différence entre le désir et la résonance, c'est que la résonance est factuelle, c'est-à-dire elle est sans besoin. Je n'ai pas besoin de passer à l'acte quand il y a une résonance. Quand il y a un désir, le désir devient pathologique, le désir devient un besoin. Si le désir n'est pas accompli, il y a une frustration. C'est la grosse différence. Quand il y a une résonance avec quelque chose, c'est-à-dire que tout mon système hormonal, tout mon système de résonance vibre sur dans une certaine résonance. Mais ce n'est pas un besoin. Je peux rencontrer quelqu'un, avoir une résonance avec cette personne, mais cette personne est très très jeune, ou très très vieille, ou mariée, et où la situation ne permet pas quelque chose. Ça n'empêche pas la résonance. Dans un autre contexte, quelque chose était possible. Là, il n'y a pas ce contexte, il n'y a pas l'espace de ce contexte. Il reste la résonance, mais il n'y a pas aucune nécessité, il n'y aura aucun manque. Mais j'ai le désir d'une rencontre affective. Je rencontre quelqu'un, même si la personne est mariée, même s'il est trop vieux et trop jeune, il va y avoir une immense dynamique ou une frustration si j'arrive pas à cet imaginaire. Donc c'est très différent. La résonance est complètement comme un violoniste qui va avoir un très beau violon dans une vitrine, et puis il ne peut pas l'acheter, il n'est pas à la capacité de le voler. Mais il se rend compte qu'avec ce violon, il pourrait vraiment approfondir des éléments de musique qu'il ne pourra pas faire sans, mais ça ne va pas lui manquer. Voilà, la vie fait que ce violon n'est pas pour lui maintenant, c'est comme ça. Et s'il n'y a rien qui manque, on peut avoir une voiture et savoir que si j'avais cette voiture, je pourrais conduire d'une certaine manière. Je n'ai pas la voiture, il n'y a rien qui manque. Il n'y aura pas le désir de l'avoir. La résonance est sans désir, donc elle est légère. Il y a toujours des résonances avec ceci ou avec cela. Et le besoin d'agir suivant sa résonance, ça c'est une pathologie, c'est un manque de clarté qui engendre la frustration, qui engendre la violence. Petit à petit, le désir va se réduire et la résonance va augmenter. Et donc la frustration va disparaître. C'est que ça veut dire être frustré, c'est vivre dans un imaginaire. Ce qu'on n'a pas, on n'a pas besoin, voilà. La vie est fonctionnelle. Comment je sais que je n'ai pas besoin de quelque chose, c'est que je ne l'ai pas.
parce que c'est une résonance. Après, chaque espèce a des besoins organiques différents. L'espèce humaine, toutes les espèces sont comme ça. Le premier besoin, c'est de respirer. Le premier acte humain, c'est la respiration, c'est l'inspiration. Quand un enfant naît, son premier mouvement organique, c'est l'inspiration. Ensuite, il faut la nourriture. Ensuite, il faut la protection. Ensuite, selon la situation, il faut l'affection. Quand ces éléments ne sont pas là, il va y avoir une problématique plus tard, bien sûr. C'est pas vrai pour toutes les espèces. Il y a des espèces qui n'ont pas besoin d'affection, qui n'ont pas besoin de protection. Ils naissent, ils sont déjà en état de gérer l'environnement. Mais l'espèce humaine a besoin de ces éléments. Respiration, nourriture, protection, ensuite transmission. On n'est pas malin, si l'environnement ne donne pas le savoir du langage et de certains éléments, on ne peut pas apprendre tout seul. Il y a des espèces qui n'ont pas besoin d'apprendre. Ensuite, les besoins deviennent vraiment des désirs imaginaires. Il y a une base, bien sûr, qui est vraiment organique. Ensuite, le besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être compris, d'être écouté, d'être respecté, de posséder ceci. Ça, c'est des désirs qui s'ajoutent, qui ne sont pas organiques. Et ça peut être remplacé par des résonances. Mais par contre, le besoin de respirer sera toujours là. Ce n'est pas une résonance, c'est une nécessité. Le besoin de manger aussi. La survie du corps physique jusqu'à un certain plan, on peut dire que c'est une forme de résonance aussi. Dans la prochaine diane, on considère qu'il y a un seul désir. Le seul désir, c'est pour être libre. Tous les autres désirs sont une forme de compensation. Donc quand on dit dans les textes tantriques de suivre son désir, c'est ça ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, ça veut dire de suivre ce désir essentiel qui fait que, quelles que soient les situations merveilleuses que je rencontre, tôt ou tard elles vont paraître ennuyeuses et insatisfaisantes, et je vais finalement de nouveau retrouver ce besoin de tranquillité, de complétude, qui n'apparaît dans la situation que momentanément. Tous les autres désirs sont des transpositions. Donc c'est pas vrai qu'on veut ce qu'on veut, on veut être tranquille. Et je pense que un chien, une voiture, un homme, une femme, une maison, l'amour, la santé va m'amener à être tranquille. Et ça peut être vrai pendant un certain temps, jusqu'à que de nouveau la situation me paraisse pas me satisfaire. Et là, un autre désir va apparaître. Ça, c'est les désirs, c'est pas des résonances. Moi, je pourrais être tenté par un moment de sentir une forme d'indifférence. Du coup, ça me pose la question de la compassion. Qu'est-ce que la compassion? Est-ce que c'est quelque chose d'imaginaire finalement aussi? Je veux dire, nous, on aime beaucoup les bouddhistes. Donc pour les bouddhistes, c'est indispensable.
Mais si on ne se prend pas pour quoi que ce soit, moi je ne vois pas ce que pourrait être le mot compassion. Il y a une résonance. Quand un enfant tombe, vous le ramassez, c'est pas de la compassion, c'est fonctionnel. Quand votre voisin n'a rien à manger, si vous avez de la nourriture, vous lui donnez, pour moi c'est pas de la compassion, on ne peut pas faire autrement. Pourquoi vouloir singulariser ce qui est l'évidence même? Qu'un bébé pleure, vous le prenez dans vos bras, c'est pas de la compassion. Vous ne dites pas j'ai de la compassion pour ce bébé, donc vous le prenez dans vos bras. Voilà, c'est... Si on veut mettre un mot dessus, moi ça ne me gêne pas, mais je ne vois pas pourquoi mettre des mots sur des choses qui sont purement organiques, purement biologiques. Les animaux font pareil. Oui, les animaux ont de la compassion pour leurs enfants, sauf quand ils les mangent. Mais il y a des moments de compassion, et pour moi, c'est des mots qui n'ont pas de sens. La vraie compassion, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas de différence. Je suis ce qu'est l'autre, et l'autre est ce que je suis. Voilà. Quand il y a une profonde évidence de ça, il n'y a pas besoin de compassion. Quand je vois l'autre pleurer, je me vois pleurer. Pourquoi? Parce que j'ai fait comme lui. J'ai cru aussi qu'il fallait être aimé, qu'il fallait être respecté, qu'il fallait être compris, qu'il fallait réussir, qu'il fallait... Voilà, je suis passé par là aussi. Donc quand je vois quelqu'un qui pleure de ceci ou de cela, parce que sa femme le trompe, parce que son chien s'est suicidé, ou parce que son fils est malade, je comprends, je connais ça. Donc il y a une espèce de compassion c'est de l'affection. Je connais ça, je sais que même si ça paraît extrêmement difficile, je sais que c'est pas vrai que la vie est plus large que ça, et que c'est un petit moment qui est mal compris, qui crée ce drame absolu. Et que très vite, si la personne n'est pas totalement stupide, elle va retrouver ce pressentiment de la tranquillité, de la joie. Donc oui, il y a une forme de compassion de voir quelqu'un qui souffre, mais c'est sans le moins dynamique, parce que quand on voit un enfant qui pleure parce qu'il a perdu son ballon, puis on sait que l'enfant a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre que des fois, ce qu'on a, on le perd. Il faut mûrir. Et qu'un enfant subit des échecs, ben oui, l'enfant, je ne suis pas triste pour l'enfant. L'enfant a besoin aussi de subir des échecs. Il va comprendre comment ça fonctionne comme ça aussi. Donc, à un moment donné, la compassion, c'est d'aimer ce qui est là. Quand il y a la paix, quand il y a la guerre, il faut avoir de la compassion. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est nécessaire. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, les situations nous aident à mieux les comprendre. Mais pour moi, c'est pas quelque chose d'appareil. On peut comprendre qu'on voit les choses froides, mais qu'un chirurgien opère, sa froideur n'est pas un manque de compassion. C'est que s'il tremble, le patient est mort. Un chirurgien affectif, pour moi, c'est le contraire de la compassion. C'est un manque de clarté. Quand un soldat est au front, si un camarade se fait tuer, il ne va pas être attristé par compassion. Non, il doit éviter qu'un autre de ses camarades se fasse tuer, donc il doit tuer la personne en face. C'est ça la compassion à ce moment-là. Ça n'implique aucune haine, ça implique une fonctionnalité. Et je respecte le concept bouddhiste qui existe également bien sûr dans l'hindouisme, mais de manière différente. Mais pour nous, c'est peu partie de notre vocabulaire. Je préfère le mot écoute, qui est plus neutre, moins affectif. En tout cas, on ne fait pas comme le pape qui s'attriste parce qu'il y a une guerre là, qui s'attriste. Il devrait avoir un psychologue s'il est triste. On est là pour être heureux, c'est le bonheur qui aide les autres, pas la tristesse. Moi, je ne m'attriste pas d'un conflit. Pourquoi est-ce que ça ne sert à rien? Voilà. Les gens ont pas besoin de ma tristesse. Il y en a peut-être qui sont sous les bombes, ils sont tristes, je peux comprendre. Mais moi, je ne suis pas sous les bombes. Être triste pour ceux qui sont sous les bombes, pour moi, c'est un manque de respect total. C'est une forme de pathologie. Ce qui amène la paix, c'est la joie, c'est la tranquillité, c'est pas la tristesse. La tristesse est mauvaise conseillère. Donc pour moi, la compassion, c'est d'être heureux. Quand quelqu'un est heureux, c'est ça. C'est l'ultime de compassion.
Les gens malheureux n'ont pas de compassion. Ils étouffent leur environnement avec leur souffrance. Il faut les aider, il faut les écouter, parce qu'ils pensent qu'à eux-mêmes. Être triste, c'est une forme d'égotisme. Quand vous êtes heureux, vous vous occupez des autres. Il n'y a pas à s'occuper de soi-même, pourquoi faire? C'est ça la compassion. On pourrait dire alors que la froideur, c'est une forme d'intelligence, et que l'indifférence, c'est une pathologie. La froideur, c'est une manière de parler. Le chirurgien n'est pas froid, uniquement il est fonctionnel. Voilà, il fait ce qu'il peut. L'indifférence est un manque d'écoute, parce qu'on n'est pas... Comment est-ce qu'on peut être indifférent? On n'est pas différent de l'autre. Quand quelqu'un souffre, on souffre avec lui, mais pas psychologiquement. On souffre par résonance, parce qu'on n'est pas séparés. Oui, on a tous souffert parce que quelqu'un nous a trompés, parce que quelqu'un nous a menti, parce que quelqu'un nous a abusés. Oui, on a tous la même vie. Petite variation, mais c'est pareil. Mais on a tous eu besoin de ça. C'est ça qui a créé notre maturation. Dans ce qui me rend mûr, je ne vais pas le refuser à l'autre. Donc, pour moi, le mot indifférent n'a pas de sens. On ne peut pas être indifférent. Non, on n'est pas séparé de l'environnement. On ressent, quand on voit quelqu'un triste, on le sent, mais on n'est pas triste. Vous allez au cimetière, vous rencontrez des gens qui sont tristes, on sent la tristesse, mais on n'est pas triste. Pourquoi faire? Dans le ressenti, c'est une chose, mais il n'y a pas d'appropriation. Mais quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin, vous sortez de là, normalement, si c'est un bon médecin, vous sentez mieux. Parce que le médecin incarne la santé. Mais si vous allez voir un médecin qui dit « Oh là, mon pauvre ami, c'est terrible comme vous êtes, que je souffre pour vous », mais vous n'allez plus aller le voir. Vous souffrez déjà assez, vous ne voulez pas encore, le médecin souffre avec vous. Vous voulez un médecin qui symbolise la santé, la joie. Et c'est pour ça qu'en sortant du médecin, normalement, vous vous sentez mieux que quand vous êtes rentré le voir. Pourtant, vous n'avez pas encore pris les médications. Puis quand je sors d'un médecin, je ne me sens pas mieux que quand je suis rentré, c'est même pas la peine de prendre des médicaments, c'est pas le bon médecin pour moi. Ce qui élimine vraisemblablement beaucoup de médecins modernes. Donc, finalement, c'est des images, finalement, froideur. On va dire être à l'écoute. Être à l'écoute veut dire quand mon enfant pleure parce qu'il a perdu sa balle rouge, que je vois la chose de manière globale. Et je me rends compte, ben oui, c'est important, c'est beau qu'il pleure parce qu'il a perdu sa balle rouge, parce qu'il perdra beaucoup de balles rouges dans sa vie. Par contre, je ne vais pas enfoncer la chose, je ne vais pas lui dire c'est bien fait pour toi, je ne vais pas lui dire tu mérites d'avoir perdu cette balle, je ne vais pas lui dire... Mais je vais lui montrer qu'on peut être heureux sans balle rouge éventuellement. Et ça, on ne peut pas le transmettre, on ne peut que le vivre. Donc quand l'enfant me voit, quand il y a une situation dramatique, être traumatisé, ben l'enfant va acquérir ce même mécanisme, il sera traumatisé aussi. Puis quand l'enfant me voit malade, il se rend compte que tout va bien, mais qu'effectivement je suis malade. Quand il sera malade, il va l'intégrer autrement. Mais c'est quand je suis malade, si l'enfant me voit être totalement pris par la maladie, mais il fera pareil. Puis quand je perds de l'argent, je vais l'air traumatisé, mon enfant fera pareil. Puis quand je perds de l'argent, mon enfant voit que je perds que de l'argent. Voilà, la transmission se fait par mimétisme, pas par des mots. L'écoute, c'est ce qui permet ce mimétisme finalement. Ensuite, l'environnement, il faut toujours vous juger par rapport à ses références et c'est légitime. Vous êtes trop pour quelqu'un, vous n'êtes pas assez pour l'autre. Chacun, bien sûr, chacun vous voit et il n'y a pas d'autre possibilité. L'environnement a toujours raison. Son regard sur vous est toujours juste parce qu'il n'y en a pas d'autre possible. Votre femme vous voit différemment que son amant, etc. C'est normal. Vos parents vous voient autrement, vos enfants vous voient autrement, le voisin vous voit autrement, votre patron vous voit autrement, votre esclave vous voit autrement.
votre chat vous voit autrement, chacun a une image de vous, mais il est toujours juste, parce qu'ils n'en ont pas d'autre possible. Mais si je n'ai pas d'image de moi-même, l'image qu'ont les autres de moi est légère pour moi. Il y a des gens qui projettent la sécurité, ils m'aiment, il y a des gens qui projettent l'insécurité, ils me détestent. Les deux ont raison de leur point de vue. Je ne suis pas nourri par un et brisé par l'autre. Le chien qui veut me mordre n'est pas un méchant chien. Et celui qui me lèche n'est pas un gentil chien. On le traite différemment, mais on n'est pas dupe. Je ne suis pas touché par la tendresse du chien qui me lèche, il va tuer quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas touché par la violence du chien qui veut me tuer, il sauvera son maître. On agit différemment, mais il y a la même affection. Des fois, l'affection passe par la caresse, des fois, elle passe par des choses moins affectueuses extérieurement. Mais c'est la même. S'il y a une guerre, pas des fois, on va tuer des gens. On n'a rien contre eux. C'est fonctionnel. Une vipère vous tombe sur le pied de votre enfant, éventuellement vous tuez la vipère. Vous n'avez rien contre la vipère. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle a eu peur. Elle essaie de mordre. C'est pas une méchante vipère. Quand tu es un moustique, c'est pas un méchant moustique. Donc c'est ça, c'est l'écoute finalement. L'expression peut paraître violente des fois, peut paraître tendre des fois. Mais ça, c'est une forme d'interprétation. Mais l'indifférence, non, l'indifférence c'est totalement égotique. Ça m'est égal, un peu comme le français moyen qui pense, qui dit, mais c'est... qui a peur de la guerre maintenant et qui dit, oui, mais pourtant, ça fait 70 ans qu'on est en guerre. Oui, mais parce que le français ne sort pas de son trou. S'il vivait au Tibet, s'il vivrait en Somalie, s'il était en Malaisie, s'il vivait en Centrafrique, s'il vivait au Congo, s'il avait vécu en Serbie à certaines époques, le mot paix aurait été différent pour lui. Mais comme le français ne sort pas de son trou, il dit voilà, le monde, on était en paix, maintenant on risque d'être en guerre. Non, oui. Il y a 60 guerres en ce moment. Il y en a 2 ou 3 avec des caméras. Donc on est en paix. Donc l'être humain fonctionne comme ça. Il faut simplement voir le fonctionnement. L'écoute n'est ni froide ni non froide, elle est fonctionnelle. Selon la liberté que j'ai vis-à-vis de moi-même, et ce n'est pas une chose établie. Il y a des espaces où je suis assez libre de moi-même, et donc mon fonctionnement va être vraiment organique, vraiment à l'écoute, vraiment affectueux. Et il y a des espaces où mon fonctionnement touche des choses qui me sont encore complexes, qui sont encore non intégrées. Et là, je vais être violent, je vais être affirmatif, je vais être préhensif. Je peux faire autrement? Non. Je peux le voir? Oui. Voilà, je dois voir comment je fonctionne. Et l'être humain fonctionne comme les chiens. Quand il a peur, il mord. Quand il est en sécurité, il lèche. Et on est tous des êtres humains. On a tous ce fonctionnement. Mais il faut le voir sur soi-même. Après, on n'est pas choqué quand on le voit chez l'autre. L'autre est comme moi. Quelqu'un qui me déteste, c'est parce qu'il a eu peur. Il a peur de quelque chose. C'est pas qu'il est méchant. Et celui qui m'aime n'est pas plus gentil. Il sent en sécurité si je dis un mot pour qu'il me déteste. Et on est tous comme ça. Donc il faut simplement voir en soi-même, et quand on a compris comment fonctionne soi-même, on comprend comment fonctionne l'humanité. Il n'y a pas deux. Et quand je commence à avoir une espèce de compassion sur mon fonctionnement, parce que je ne peux pas le changer, je ne peux pas être libre de ce dont je ne suis pas libre. Mon voisin non plus. Quand je vois que mon voisin est exactement comme moi, qui n'a aucune liberté, sur un certain plan, cette vision, c'est la compassion. Ça n'empêche pas l'action. Ça n'empêche pas de caresser le chien qui lèche et de frapper le chien qui mord. Mais ça empêche l'imaginaire et l'indifférence.
c'est compliqué de parler avec son voisin si on ne se prend pas pour une personne. Ici, sur un tapis de yoga, éventuellement, on peut toucher du doigt l'inanité du langage, on peut voir que, oui, en s'ouvrant à ses perceptions, on accède à un état de conscience modifiée. Mais dès qu'on sort, le mental revient en galop. Et quand je parle de moi. Alors ça veut dire quoi? Le langage, il a quelle place là-dedans? Petit à petit, vous allez plus écouter que parler. Et vous allez voir combien c'est étonnant ce que disent les gens. Quelqu'un vous rencontre, il raconte son histoire. Il n'a pas d'autre possibilité, il ne sait pas qu'il n'est pas son histoire. Il a appris, la société lui a appris qu'il était son passé. Donc il vous raconte son passé, son futur imaginaire. C'est beau, c'est la vie. Il ne peut pas faire autrement. Quand vous le regardez bien, vous allez voir ses parents, ses grands-parents en activité à ce moment-là. Vous allez voir tous ses échecs, tous les coups qu'il a reçus, toutes les caresses qu'il a reçues, les espoirs qui ont été détruits, les espoirs qui sont encore là, les peurs qu'il y a eu, les maltraitances qu'il y a eu. C'est beau de regarder quelqu'un. Quand vous regardez la tête de quelqu'un, vous voyez son passé et son futur. Vous ne voyez pas le passé, mais le passé est marqué dans la tête présente. Vous ne voyez pas le futur, mais le futur de quelqu'un est marqué dans le présent. Quand vous regardez bien quelqu'un, vous savez très bien comment il fonctionne. C'est pas comme s'il y avait un choix. Vous savez, dans un cours de récréation, vous voyez les enfants courageux, les enfants lâches, les enfants qui mentent, les enfants qui se servent des autres, les enfants qui mènent, et ceux qui sont menés, ça se voit à 5 ans. Ça ne va pas changer, ça. Donc, c'est beau de regarder quelqu'un. Vous voyez toute la... D'abord, vous voyez vous-même, parce qu'on est tous comme ça. Moi aussi, j'ai souffert de ça, moi aussi, j'ai espéré ça, moi aussi, j'ai eu peur de ça. Moi aussi, j'ai été détruit par ça, moi aussi, parce qu'on est l'autre. Et au plus vous écoutez, au plus vous allez voir, il est comme vous-même. Et si vous paraissez vraiment idiot, ben oui, parce qu'on est vraiment idiot soi-même. Ça devient très léger, c'est beau d'écouter quelqu'un. Et ce que vous pouvez faire de mieux pour l'autre. Parce que l'autre est malheureux parce qu'il ne s'est jamais écouté. Comme il ne s'est pas écouté, il croit qu'on doit l'écouter. Et donc il aime les gens qui l'écoutent. Les gens qui vous aiment, c'est parce que vous les écoutez. S'ils s'écoutaient eux-mêmes, ils n'auraient pas besoin de venir vous voir. Donc, pour ça, un médecin quand vous sortez du médecin, le médecin vous a écouté. Peu importe votre discours, peu importe ce que vous avez inventé, il vous a écouté et vous vous sentez mieux après. Mais si je le fais moi-même, je n'ai pas besoin que quiconque m'écoute, pourquoi faire? Je n'ai pas besoin de raconter mon histoire, raconter mes blessures, pourquoi faire? Ça vous quitte complètement. Il n'y a pas de soi-même, il n'y a pas d'histoire à raconter, il n'y a pas d'album photo. Dans l'autre, il se prend encore pour son album photo. Se prend encore pour ses succès, ses échecs. C'est beau à voir. C'est comme un enfant qui a besoin de s'approprier des choses. Qui se prend pour Zorro, qui est content parce qu'il a gagné une coupe de football, qui est content parce qu'il a une mauvaise note, ou qui est malheureux ou une bonne note, qui est malheureux. C'est beau. C'est la vie. Je ne suis pas attristé quand l'enfant pleure parce qu'il a une mauvaise note. Je ne suis pas exalté parce qu'il a une bonne note. Je ne suis pas dupe. L'enfant a besoin de passer par là pour mûrir sur certains plans. Donc quand vous êtes avec un voisin, vous avez une espèce d'empathie affectueuse, de voir la folie de sa vie. Ben oui, sur certains plans, c'est la mienne. Moi, j'étais aussi comme ça à un moment donné. Et je sais qu'on peut en sortir. Et comment on en sort? On en sort par l'écoute. Dans l'écoute dans laquelle mon voisin raconte sa vie et l'écoute qui peut lui permettre de s'en sortir. Et si il est fait pour ça, il va se rendre compte en racontant sa vie combien c'est totalement imaginaire. Parce qu'on ne raconte pas sa vie, on raconte une imaginaire qu'on a sur sa vie. Personne ne peut vous raconter son passé. Les gens racontent un imaginaire qu'ils ont sur le passé. Mais c'est complètement refabriqué, c'est complètement retissé, c'est complètement c'est complètement absurde. On ne peut pas se rappeler le passé. Le passé meurt dans l'instant. On se rappelle le présent.
Donc quand je parle de mon passé, je recrée dans l'instant présent une situation, etc., que j'appelle passé. Mais c'est le présent. Cette vision vient de l'écoute. Si le voisin a la capacité, ça peut l'aider à se rendre compte. S'il n'a pas, c'est autre chose qui sera déclencheur pour lui. Mais vous verrez, à un moment donné, c'est facile d'écouter les voisins. Parce que je vois que je suis comme eux, j'étais comme eux en grande partie. Par contre, si j'ai le mauvais karma de faire partie d'une fédération de yoga et de croire spirituel et de croire parce que je pratique le matin, parce que je mange comme ça et parce que je lis telle chose, que je suis vraiment arrivé à une forme d'écoute supérieure. Alors quand mon voisin se plaint parce que son chien a marché sur le pied ou parce que sa femme couche avec le voisin, je vais ou être énervé qu'il soit encore à ce niveau misérable, ou voilà, mais c'est moi qui ai un problème, c'est pas le voisin. C'est l'image de moi-même qui crée une séparation, qui fait que c'est insupportable d'écouter le voisin qui se plaint toujours de ça. Ben oui, il n'a pas d'autre possibilité. Les voisins se plaignent, c'est leur rôle. Les maris se plaignent, les femmes se plaignent, les enfants se plaignent, tout le monde se plaint, les parents se plaignent. L'être humain se plaint parce qu'il ne sait pas s'écouter. Donc le cadeau à l'être humain, c'est de l'écouter. Mais quand l'être humain s'écoute, ben, c'est fini, il n'a plus de relation, il n'a pas à venir vous voir. Pourquoi faire? Pourquoi il ne s'écoute pas? Le besoin de faire vient vraiment d'un manque d'écoute. Moi, je suis toujours amusé par des gens, des fois, que disent, voilà, maintenant, je suis devenu bouddhiste, je suis devenu orthodoxe, je suis devenu musulman, je suis devenu... J'ai toujours l'idée, mais je me marie, je divorce, et chaque fois, c'est souvent moi, mais pourquoi faire? Pourquoi tu ne restes pas tranquille? Pourquoi tu veux encore devenir quelque chose? Pourquoi tu veux encore te marier? Pourquoi tu veux encore divorcer? Pourquoi tu veux encore devenir chrétien? Pourquoi tu veux encore faire du yoga? Pourquoi tu ne restes pas tranquille? Mais bon, l'être humain fonctionne comme ça. C'est beau, une forme de... ça stimule l'affection, nous. Mais tant qu'il y a la moindre dynamique vers quelque chose, c'est la misère qui est au bout. Donc on dit oui, il y a une forme de compassion de voir quelqu'un qui est si heureux de se marier, ou si heureux de divorcer, si heureux de faire du yoga, ou si heureux de devenir bouddhiste. Ça évoque une forme de compassion, parce qu'on sait comment ça va finir. Et c'est la vie, c'est ce qui est nécessaire. Donc c'est une joyeuse compassion. Mais les voisins sont sans problème, ils sont ce qu'ils sont. Sauf si je sais. Si je sais, alors tout le monde a tort. Je ne peux plus écouter. Je ne peux pas écouter les gens de droite, je ne peux pas écouter les gens de gauche, je ne peux pas écouter les bouddhistes, je ne peux pas écouter ceux qui mangent de la viande, je ne peux pas écouter les gens violents, je ne peux pas écouter les abuseurs, je ne peux pas écouter les prostituées, je ne peux pas écouter les gens riches, je ne peux rien écouter. Voilà, on fonctionne comme ça. Ça, c'est pas acceptable. On fonctionne de manière complètement par orgueil, finalement. Non, je suis mon voisin. Si ce n'est pas maintenant, je l'ai été. On n'est pas différent. L'écoute, c'est la compassion. Mais la compassion sans écoute, c'est un imaginaire. Très répandu dans les religions. C'est une dernière question? Le mot écoute et le mot joie, c'est des synonymes. Mais la joie n'est pas joyeuse. C'est-à-dire l'expression de la joie est ce qu'elle est. Quand un chirurgien opère, il est dans la joie. Quand un soldat est sur le front, il est aussi dans la joie.
La joie n'est pas que sourire. Quand une femme accouche, c'est une forme de joie, mais ça ne veut pas dire qu'on sourit forcément, que c'est facile. Quand on est avec un ami qui meurt, il y a une forme de joie aussi. La personne se libère. Mais ce n'est pas une joie qui est forcément l'extériorité de la joie du cinéma. Pour moi, la joie, c'est l'intensité. C'est ne rien demander à une situation. Rien. Est-ce que je peux écouter une situation sans rien fabriquer? Et vraiment rien. Pas le moindre espoir, pas le moindre possibilité de changement, pas le moindre... Non, sans commentaire. Est-ce que je peux être à côté d'un ami qui meurt sans rajouter quoi que ce soit? Est-ce que je peux être à côté d'un ami qui souffre sans rajouter quoi que ce soit? Est-ce que je peux sentir une peur en moi sans rajouter quoi que ce soit? Pour moi, c'est ça la joie. C'est cette écoute absolue, intransigeante, non négociable de ce qui se présente. Des fois, l'expression de cette écoute va sembler joyeuse, mais des fois, quand vous voyez un chef d'orchestre diriger un orchestre, des fois il a l'air très sombre, il a l'air très sérieux, mais il vit dans la joie. La joie a de multiples expressions, mais qui ne sont pas toujours joyeuses selon notre représentation cinématographique. Écoute et joie, pour moi, c'est des mots qui pointent à la même chose. C'est une résonance de la même chose. Des fois, c'est froid, des fois, c'est affectueux. Des fois, c'est léger, des fois, c'est intense. Des fois, c'est tendre, des fois, c'est violent. Mais c'est des expressions de la même chose. Cette émotion essentielle. En tout cas, surtout pas essayer d'être joyeux, parce que ça, c'est une forme de pathologie. Comme les gens en Amérique, etc., qui veulent toujours être joyeux. Non, il n'y a pas à être joyeux, il y a à voir la vie. Voir, c'est la joie. Mais vouloir être joyeux, c'est une grosse souffrance psychologique. Sur les enfants, il ne faut jamais les pousser à être joyeux, il faut les laisser tranquilles. L'enfant, des fois, est posé, il regarde, il faut le laisser tranquille. Il ne faut pas lui apprendre que ça c'est joyeux, c'est merveilleux ça. C'est dramatique ça. Il apprendra selon ses capacités, mais il faut essayer de laisser un maximum de liberté à un enfant pour vivre des choses plus subtiles que la réussite et l'échec. Il n'y a rien de pire que des parents qui disent à un enfant « va jouer, va t'amuser ». Ça pour moi c'est la violence. Des fois on peut jouer avec l'enfant, c'est autre chose. Mais faut respecter les moments d'intimité que des fois un enfant peut avoir, dans lequel il joue pas, dans lequel il rit pas, dans lequel il peut sembler triste, quand il peut sembler sobre. Ça a sa place aussi. Il n'y a pas de règle, bien sûr. Mais vouloir être joyeux, c'est vraiment de la souffrance, de la misère intérieure. Et celui qui veut être joyeux va retrouver la misère, parce que ce qui vient de la misère ramène à la misère. On peut être joyeux sans raison. S'il y a une raison d'être joyeux, c'est le début de la fin de la joie. La joie est sans cause. Quand je comprends ça profondément, ça rend vraiment joyeux. Passez une bonne soirée.